Le jour où j'ai appris que j'avais un lymphome, ma fille de 7 ans m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Maman, pourquoi grand-mère ne répond jamais au téléphone quand tu pleures? J'ai regardé ses grands yeux bruns, si semblables aux miens, et j'ai réalisé qu'à 35 ans, j'étais en train de mourir seule. Enfin, pas complètement seule. J'avais Léa. Mais revenons 3 semaines plus tôt, quand ma vie était encore normale. Enfin, aussi normale que peut l'être celle d'une infirmière célibataire qui élève sa fille dans un 2 pièces à Montreuil. Ce mardi matin de septembre, je terminais ma garde de nuit aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Mes jambes me faisaient mal, mais pas plus que d'habitude. La fatigue que je ressentais, je l'attribuais au rythme effréné des urgences, aux doubles gardes que j'enchaînais pour joindre les deux bouts. Ce qui était différent, c'était cette bosse sous mon bras gauche. Petite, dure, comme un noyau d'abricot sous la peau. Je l'avais remarqué en me douchant la semaine précédente, mais j'avais fait ce que font tous les soignants. J'avais ignoré mes propres symptômes. Nous sommes excellents pour soigner les autres, terribles pour nous occuper de nous-mêmes. Docteur Moreau, mon collègue oncologue, m'a trouvé dans la salle de pause en train de palper discrètement ma zone axillaire. Il a froncé les sourcils, ce pli caractéristique qu'il avait quand quelque chose l'inquiétait. « Clara, ça va ?» « Oui, juste fatiguée. » Le mensonge est sorti naturellement, comme toujours. Il s'est approché, a posé sa main sur mon épaule avec cette délicatesse que j'avais toujours admirée chez lui. « Montre-moi. » Voilà comment j'ai fini par avoir une échographie le jour même, puis une biopsie 48 heures plus tard. Voilà comment ma vie a basculé dans cette salle d'attente au mur beige de l'hôpital, avec Léa qui colorait à côté de moi, inconsciente que les résultats que j'attendais allaient changer notre existence à jamais. « Madame Dubois, le docteur va vous recevoir. » Les mots du docteur Moreau résonnent encore dans ma tête. « Clara, c'est un lymphome hodgkinien de stade 2. C'est une bonne nouvelle dans le malheur, c'est traitable, on a d'excellents résultats avec les protocoles actuels. » Traitable. Le mot dansait dans ma tête pendant qu'il m'expliquait les cycles de chimiothérapie, les effets secondaires, les congés maladie nécessaires. Mais tout ce que j'entendais vraiment, c'était le silence de mon téléphone. Mes parents n'avaient pas appelé depuis 3 semaines. Pas depuis que je leur avais annoncé que Léa avait eu ses premières règles et qu'elle grandissait si vite. « Ah bon, déjà ?» avait dit ma mère d'un ton distrait. « Écoute Clara, on ne peut pas parler longtemps, on prépare le mariage de Sandrine. » Sandrine. Ma cousine de 28 ans, la fille parfaite de la famille, celle qui avait fait médecine comme papa le souhaitait, celle qui épousait un chirurgien dans un château de la Loire. Celle pour qui mes parents avaient soudainement du temps, de l'énergie, de l'argent. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Mes mains tremblaient en composant le numéro. « Allô? Maman, c'est Clara. Il faut que je te parle. »« Oh Clara, tu tombes mal, on est chez le traiteur avec Sandrine, on choisit le menu. Tu ne peux pas rappeler demain? » J'ai regardé Léa qui faisait ses devoirs sur la table de la cuisine, sa petite langue tirée dans l'effort, ses cheveux châtains attachés en queue de cheval défaite. Comment lui dire que grand-mère n'avait pas le temps pour maman quand maman était malade? « Maman, j'ai un cancer. » Silence. Puis, « Pardon? » « Un lymphome. Je commence les traitements la semaine prochaine. »« Oh !» Sa voix était plate, comme si je venais de lui annoncer que j'avais changé de coiffeur. « C'est grave. Assez pour nécessiter 6 mois de chimiothérapie. » 6 mois? Un soupir. « Écoute, Clara, c'est vraiment pas le moment. Le mariage de Sandrine, c'est dans 1 mois, on a tellement de choses à organiser. Tu ne peux pas? Enfin, tu ne peux pas attendre après? » Attendre après. Comme si le cancer pouvait patienter poliment que ma cousine ait dit oui devant monsieur le maire. « Non maman, je ne peux pas attendre après. » Bon, eh bien, on verra ce qu'on peut faire. Il faut que j'y aille, le traiteur nous attend. Clic, la tonalité m'a semblé durer une éternité. Léa avait levé les yeux de son cahier. « C'était mamie? »« Oui, ma puce. »
Elle vient quand nous voir? J'ai avalé les larmes qui montaient. Bientôt, j'espère. Mais je savais déjà qu'elle ne viendrait pas. Pas pour les analyses préopératoires, pas pour la pose du cathéter central, pas pour le premier cycle de chimiothérapie. Mes parents, qui habitaient à peine à 2 heures de route, étaient trop occupés à choisir entre saumon fumé et foie gras pour leur princesse Sandrine. Le premier jour de chimio, j'ai pris Léa avec moi. Pas par choix, la nounou était malade et je n'avais personne d'autre. Elle s'est installée dans le fauteuil à côté du mien avec ses livres et ses crayons, pendant que l'infusion goûtait lentement dans mes veines. « Maman, ça fait mal. »« Non ma chérie, c'est juste l'eau. » Mensonge. Ça brûlait comme de l'acide, ça me donnait envie de vomir, ça me faisait tourner la tête. Mais Léa n'avait pas besoin de savoir ça. « Tu vas guérir. » Bien sûr que je vais guérir. Cette fois, ce n'était pas un mensonge. C'était une promesse. À elle, à moi. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Les nausées, la fatigue, la chute de cheveux. J'ai pleuré le jour où j'ai dû me raser le crâne, pas par vanité, mais parce que Léa m'a trouvé devant le miroir avec des mèches dans les mains et qu'elle a dit « Maman, tu es belle même chauve. » Mes parents ont appelé 2 fois. Une fois pour me demander si j'allais mieux, comme si le cancer était un rhume qu'on soigne en 3 jours. Une autre fois pour me raconter les préparatifs du mariage dans les moindres détails. La robe de Sandrine, les fleurs, l'orchestre. J'ai écouté poliment, comme j'avais toujours fait. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. « Clara ?» La voix de ma mère était différente, plus tendue. « Oui, maman. »« Écoute, on a un petit problème. Le voyage de noces de Sandrine et Thomas coûte plus cher que prévu. Bali, tu comprends, c'est pas donné. On s'est dit que, enfin, tu travailles bien, avec ton salaire d'infirmière. » Les mots sont sortis de ma bouche avant que mon cerveau puisse les arrêter. « Tu me demandes de l'argent. » Pas beaucoup. Juste de quoi arrondir. 2000 euros? Tu peux les prêter? Non? C'est pour la famille. Pour la famille. J'étais en arrêt maladie depuis 2 mois, mes revenus avaient chuté, j'avais des frais médicaux non remboursés, et ma mère me demandait de financer la lune de miel de ma cousine à Bali. Maman, je suis en chimio. Oui, mais enfin, tu as quand même tes indemnités. Et puis c'est juste un prêt, ils te rembourseront. J'ai raccroché sans répondre. Ce soir-là, j'ai trouvé Léa assise à la table de la cuisine, en train d'écrire quelque chose avec application. Ses sourcils étaient froncés dans la concentration, sa langue légèrement sortie comme quand elle réfléchissait très fort. « Qu'est-ce que tu fais, ma puce ?» Elle a caché rapidement la feuille sous son bras. « Rien, maman, juste mes devoirs. » Mais ce n'était pas ses devoirs. J'ai reconnu l'écriture appliquée, ces lettres parfaitement formées qu'elle avait travaillées si dur à l'école. Et puis, il y avait cette enveloppe sur la table, déjà timbrée, avec l'adresse de mes parents écrite de sa main d'enfant. J'aurais pu lui demander, mais quelque chose m'a retenu. Cette petite fille de 7 ans qui m'accompagnait au chimio, qui me brossait mes 3 cheveux restants, qui me préparait des tisanes même si elle ne savait pas encore vraiment lire les étiquettes. Cette petite fille qui avait compris, mieux que mes propres parents, ce que signifiait être là pour quelqu'un. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. Ma mère, mais sa voix était différente. Brisée. « Clara, on a reçu une lettre. »« Ah bon ?»« De Léa. »« Et une copie de tes résultats d'analyse. » Silence. J'entendais mon père en arrière-plan, sa voix étouffée, comme s'il plairait. Elle nous a écrit, elle nous a dit que tu étais très malade, que tu avais peur, que tu pleurais le soir. Elle nous a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi on ne venait jamais, pourquoi on ne t'aidait pas. Ma gorge s'est serrée. Ma petite Léa, qui avait trouvé mes résultats d'analyse dans mon sac, qui avait eu le courage de faire ce que moi, adulte de 35 ans, n'arrivais pas à faire, dire la vérité à mes parents. Clara, on ne savait pas que c'était si grave. Je vous l'avais dit, maman. Oui, mais on pensait que tu exagérais,
Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ces 3 mots ont résonné en moi comme une gifle. Combien de fois avais-je entendu ça? Quand j'étais petite et que je me plaignais d'avoir mal au ventre avant l'école. Quand j'étais adolescente et que je leur disais me sentir seule. Quand j'étais jeune adulte et que je leur expliquais combien mes études d'infirmière étaient difficiles. Clara exagère, comme d'habitude. Maman, j'ai un cancer. Je ne peux pas exagérer un cancer. On sait maintenant. Ta fille, elle nous a ouvert les yeux. 3 semaines plus tard, ils ont débarqué chez moi. Sans prévenir, comme ils faisaient toujours. Papa avec son costume du dimanche, maman avec son sac à main serré contre elle comme un bouclier. Ils avaient l'air de 2 enfants pris en faute. On pensait qu'on pourrait, enfin, qu'on pourrait parler. Léa les a regardés avec cette gravité qu'ont parfois les enfants qui ont grandi trop vite. Bonjour papy, bonjour mamie. Maman fait la cuisine. Je préparais le déjeuner, les mains qui tremblaient légèrement. L'odeur de l'ail et du thym me donnait envie de vomir, effet secondaire de la chimio, mais j'avais voulu faire quelque chose de spécial. Comme si cuisiner pouvait réparer 35 ans de malentendus. On s'est assis autour de ma petite table, celle où Léa faisait ses devoirs, où on prenait nos petits déjeuners pressés, où j'avais pleuré tant de soirs. L'atmosphère était tendue, électrique. Clara, a commencé papa, on voulait te dire, on est désolé. Désolé de quoi? Ma voix était plus dure que je ne l'avais voulu, mais quelque chose en moi refusait de leur faciliter les choses. De ne pas avoir été là. De ne pas avoir compris. Maman a posé sa main sur la mienne. Sa peau était froide, comme toujours. On s'est tellement occupé de Sandrine qu'on a oublié, qu'on t'a négligé. Vous ne m'avez pas négligé, ai-je répondu calmement. Vous m'avez abandonné. Il y a une différence. Papa a détourné le regard. On ne s'en rendait pas compte. Papa, j'ai appelé pour vous dire que j'avais un cancer et maman m'a demandé si ça ne pouvait pas attendre après le mariage de Sandrine. Comment vous ne vous en rendiez pas compte? Le silence s'est installé. Léa mangeait sagement ses pâtes, mais je voyais qu'elle écoutait tout. Cette petite fille qui avait eu le courage de nous réunir autour de cette table. On ne sait pas comment rattraper, a murmuré maman. On ne rattrape pas. On avance. J'ai pris une gorgée d'eau. Mes parents me regardaient avec cette expression que je ne leur avais jamais vue, un mélange de honte, de peur et quelque chose qui ressemblait peut-être à du respect. Je vais m'en sortir, ai-je continué. Mes analyses sont bonnes, le protocole fonctionne. Dans 6 mois, je serai en rémission. Mais j'ai appris quelque chose pendant ces mois de chimio. Quoi? A demandé papa. J'ai appris que je n'avais pas besoin de votre validation pour exister. J'ai appris que l'amour, le vrai, celui qui compte, il vient de là. J'ai posé ma main sur l'épaule de Léa. Cette petite fille de 7 ans m'a accompagnée à tous mes rendez-vous médicaux. Elle m'a tenu la main pendant les perfusions. Elle m'a dit que j'étais belle sans cheveux. Elle vous a écrit une lettre parce qu'elle ne supportait pas de me voir souffrir seule. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de ma mère. Clara? Maman, je ne vous en veux plus. Je n'ai plus la force de vous en vouloir. Mais je ne peux plus faire semblant que tout va bien entre nous. Je ne peux plus prétendre que votre indifférence ne me fait pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? A demandé papa, sa voix cassée. Être là. Vraiment là. Pas parce que Léa vous a forcé la main, pas parce que vous vous sentez coupable, mais parce que vous avez envie d'être là. Maman a hoché la tête, incapable de parler, et comprendre que si vous n'arrivez pas à être là, eh bien, on s'en sortira. Léa et moi, on forme une équipe. Une sacrée équipe, même. Léa a levé les yeux vers moi et m'a souri. Ce sourire qui éclairait tous mes matins difficiles, qui me donnait la force de me lever même quand la chimio me vidait de toute énergie. Mes parents sont restés pour le café. On a parlé de choses et d'autres, avec cette politesse un peu forcée des gens qui apprennent à se redécouvrir. Papa a aidé Léa avec un puzzle, maman a insisté pour faire la vaisselle. Des gestes simples, mais qui sonnaient différemment.
Quand ils sont partis, Léa s'est blottie contre moi sur le canapé. Tu crois qu'ils vont revenir, maman? Je ne sais pas, ma puce. Mais ça ne change rien entre nous, d'accord? D'accord. Elle a réfléchi un moment, puis, maman, tu es fière de moi? Pour la lettre? J'ai serré sa petite main dans la mienne. Je suis fière de toi tous les jours, Léa. Pas juste pour la lettre. Pour tout ce que tu es. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement. Pas parce que mes parents étaient venus, pas parce qu'ils s'étaient excusés. Mais parce que j'avais enfin compris quelque chose d'essentiel, je n'étais pas seule. Je ne l'avais jamais été. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je suis en rémission complète. Mes cheveux repoussent, bouclés maintenant, différents d'avant. Comme moi, finalement. Mes parents appellent toutes les semaines, ils viennent déjeuner un dimanche sur 2. C'est un début, fragile mais réel. Mais surtout, j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie, l'amour ne se mendie pas, ne se quémande pas. Il se donne librement ou ne se donne pas. Et parfois, il vous arrive sous la forme d'une petite fille de 7 ans qui vous tient la main pendant la chimiothérapie et qui vous dit que vous êtes la plus forte maman du monde. Hier soir, Léa m'a demandé « Maman, tu regrettes d'avoir été malade ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. « Non, ma chérie. Parce que ça m'a appris qui j'étais vraiment. Et qui tu étais, toi. Et qui on est. On est des guerrières, Léa. Des guerrières qui n'abandonnent jamais. » Elle a souri, ce sourire qui valait tous les médicaments du monde. Alors on va toujours être une équipe. Toujours. Et c'est une promesse que je tiendrai. Parce que l'amour véritable, celui qui soigne, celui qui guérit, celui qui donne la force de se battre contre le cancer et contre l'indifférence, je l'ai trouvé dans les yeux d'une petite fille courageuse qui a grandi trop vite mais qui a gardé son cœur d'enfant. Le cancer m'a pris mes cheveux, ma force physique pendant quelques mois, ma naïveté sur l'amour familial. Mais il m'a rendu quelque chose de plus précieux. La certitude absolue que l'amour existe, qu'il résiste à tout, et qu'il se transmet de mère en fille comme le plus beau des héritages. Ce matin, en regardant Léa partir à l'école avec son cartable sur le dos et son sourire éclatant, j'ai su que j'avais gagné. Pas contre le cancer seulement. Contre la solitude, contre l'abandon, contre la peur. J'avais gagné parce que j'avais appris à aimer et à être aimé sans condition. Et ça, c'est la plus belle des victoires.